Alors on va poursuivre avec la première session de l'après-midi, un panel 100% féminin, avec un sujet important aussi, puisque les transformations entamées par les architectures de sécurité et de défense européennes impactent nécessairement l'architecture de défense transatlantique. Alors depuis quelques années déjà, l'OTAN connaît des évolutions significatives résultant d'un volontarisme politique ou de l'actualité de la guerre en Ukraine. Alors comment les relations entre les principales organisations au cœur de l'architecture sécuritaire transatlantique vont-elles évoluer à l'avenir ? Pour répondre à cette question, je vous propose d'accueillir les invités de notre prochaine table ronde modérée par Maude Kessard, directrice de recherche à l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Alors, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'abord pour ce lancement. Donc, je suis Maude Kessard, la directrice Europe, Espace Transatlantique, Russie de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Et j'ai, en ce début d'après-midi, à l'heure de la pause déjeuner, l'immense privilège et le plaisir de pouvoir animer cette table ronde qui est donc consacrée aux évolutions des architectures de sécurité transatlantique. Et j'ai d'autant plus de plaisir à animer cette table ronde qu'il s'agit d'une table ronde toute spécifique. D'abord, qui va offrir des regards croisés entre de l'expertise féminine, entre des personnalités du monde académique et des praticiennes aussi de la relation transatlantique. Donc je suis particulièrement heureuse d'animer ce panel et comme il a été rappelé en introduction, on arrive à un moment très intéressant de la relation transatlantique, pas en 2027 mais en 2024. Nous avons eu jusqu'à présent ici à l'école militaire de nombreux débats, discussions, séminaires et conférences en essayant de nous projeter sur l'évolution des architectures de sécurité transatlantique à l'horizon plutôt 2027. Or il se trouve que 2024 est une année particulièrement intéressante. D'abord parce que un ancien président de la Maison Blanche et aujourd'hui candidat à une élection cruciale nous a rappelé à quel point il était important d'expliquer ce qu'était le rôle des différents alliés dans l'alliance transatlantique. Et ce débat a peut-être nourri les débats publics, particulièrement depuis le mois de février. Mais toutefois, et je pense qu'on en est particulièrement conscient ici, notamment pour ce forum ici de PDSF, eh bien, c'est plutôt la guerre en Ukraine qui est un accélérateur majeur, finalement, de discussion entre les différents alliés, fussent-ils européens ou transatlantiques, américain ou canadien, et ce qui m'amène à vous donner un petit peu la genèse de cette table ronde. Alors bien sûr, elle est montée par une équipe formidable qui est celle de l'Acadème et que nous remercions tous ici pour avoir donc initié ce projet, mais c'est aussi une table ronde qui est à l'initiative de l'association France-Canada, du RAS, du réseau d'analyse stratégique, et de deux personnes en particulier qui ont œuvré pour que cette table ronde ait lieu lors de ce forum. C'est Laurent Borzillot, mon collègue canadien, et Héloïse Fayet de l'IFRI, que nous remercions. Et donc ces deux collègues ont œuvré pour qu'on ait finalement une table ronde à plusieurs entrées. Je le rappelais, des praticiennes, des personnalités du monde académique, mais aussi des femmes qui sont représentées par vous aussi, Johanna Meuring, qui est l'ambassadrice de WIIS, et qui est l'ambassadrice de cette association, qui est une association transatlantique et qui crée des espaces de discussion entre les praticiennes et les femmes du monde académique. Donc je pense qu'il était aussi important de le rappeler. Et puis dernier point, puisque ici à l'école militaire, nous avons aussi le souci de la relève stratégique et de ceux qui vont porter aussi la parole et les discussions en ce qui concerne le dialogue transatlantique. Cette table ronde, elle est aussi montée dans le cadre d'un programme de personnalité d'avenir franco-canadien que je tiens à souligner ici. Et je pense qu'une partie donc de la délégation de ce programme de personnalité d'avenir sur les questions de défense est avec nous dans l'auditoire en fait cet après-midi. Alors pour être un petit peu plus précise, je vais
présenter comme il se doit l'ensemble de nos participantes qui reviendront tour à tour sur les points de tension, pas simplement le fait que Donald Trump ait pu être particulièrement, comme disent nos amis anglo-saxons, vocal ou tonitruant sur la question de l'OTAN, mais sur les points de tension dans des zones importantes pour nous depuis le début du conflit en Ukraine. Je pense bien sûr à la mer Baltique, je pense aussi à l'Arctique. Et puis, ce qui est particulièrement intéressant et important, c'est que à l'aune en fait des présentations qu'on va avoir, on va pouvoir aussi peut-être nourrir et alimenter le débat public sur ce que fait l'Union européenne en particulier en matière de défense et pas seulement depuis le début de la guerre en Ukraine. Je pense que ce point sera particulièrement développé aussi et important et intéressant. Donc pour présenter dignement l'ensemble donc de mes intervenantes et panélistes, je reviendrai dans l'ordre de parole. Je rappellerai que Johanna Meuring, vous représentez aussi le centre Thucydide, donc l'université de Paris 2 Panthéon-Assas, qui travaille étroitement avec l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, mais aussi avec l'Acadème. Johanna Meuring, donc vous êtes chercheur en sécurité et défense européenne. Vous avez obtenu votre doctorat en sciences politiques à l'université Paris Panthéon-Assas, et vous êtes aussi diplômée en relations internationales de l'université Johns Hopkins, et donc vous assurez de ce fait le lien transatlantique. Vous êtes aussi diplômé de l'INALCO, qui est non loin de l'école militaire, et vos recherches portent sur les politiques de puissance ou les nouvelles compétitions de puissance. Et comme je le rappelais tout à l'heure, vous êtes la cofondatrice de WIS France, et vous dirigez la section Le pouvoir militaire au XXIe siècle de l'Association française d'études sur la guerre et la stratégie, qui est aussi souvent représentée ici à l'école militaire. Madame Jeanne Laterrade, vous nous faites le plaisir et l'honneur aussi de participer à ce débat. Vous représentez la DGRIS et vous y êtes sous-directrice Europe de la Défense. Donc c'est le ministère des Armées ici qui est représenté. Vous bénéficiez d'une expérience de plus de 25 ans en tant que praticienne de la relation transatlantique, mais pas que. Vous êtes spécialiste en politique, affaires stratégiques et de sécurité au MINARM, et vous êtes depuis le 1er décembre 2023 chef de service SEAM, adjointe et sous-directrice Europe de la Défense. Vous avez eu aussi une autre casquette dans une partie de votre carrière, puisque vous avez été responsable de nombreux projets en développement en tant que diplomate et donc rattaché au ministère des Affaires étrangères. Vous avez notamment travaillé dans le golfe de Guinée, une autre question aussi importante pour nous. Alors, je me tourne maintenant vers Chantal Lavallée, qui prendra la parole en troisième. Chantal Lavallée, vous êtes aussi bien connue des séminaires et conférences ici à l'école militaire. Vous êtes professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean au Canada et vous êtes adjointe en études internationales et directrice du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise critique. C'est un nom extrêmement bien choisi, au Collège militaire royal de Saint-Jean. Vous détenez aussi un doctorat de l'UQAM à Montréal. Et de manière très intéressante pour nos débats, vous êtes aussi associé au Centre Jean Monnet de Montréal. Si nos partenaires français n'étaient pas tout à fait au fait qu'il y avait aussi un centre Jean Monnet à Montréal, c'est chose faite, au GRIP de Bruxelles, et au think tank OSINTPOL à Paris. Et vos recherches et publications portent sur la contribution de la Commission européenne au secteur de la sécurité, de la défense, ainsi que des technologies émergentes. Madame Sylvie Berman, vous nous faites l'honneur et le plaisir d'être avec nous. Pour ceux qui ne le sauraient pas, vous êtes ambassadrice de France, présidente du conseil d'administration de l'IHEDN. Vous êtes une grande diplomate de carrière et vous avez porté haut les couleurs de la France. Vous êtes officier de l'Ordre national du mérite et de la Légion d'honneur. Vous avez notamment représenté la France en tant qu'ambassadrice en France, en Russie et au Royaume-Uni, et en Chine également. Donc vous êtes au cœur finalement, avec votre expérience, des nouvelles compétitions de puissance qui sont à l'œuvre et qui pèsent sur les évolutions de nos architectures de sécurité transatlantiques. Depuis 2020, vous avez été nommée présidente du conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale, donc l'IHEDN, et vous êtes dans nos murs très régulièrement, et donc on vous remercie
de prendre part à ce débat. Et puis, Madame Alexandra Winiewska, vous êtes membre de la commission de défense à la Diète polonaise. Vous nous faites le plaisir aussi de participer à ce débat. Vous êtes membre de la commission de la défense nationale et de la commission affaires étrangères au sein donc de la Diète. Et au sein de la commission de la défense nationale, vous êtes aussi impliqué dans le sous-comité permanent de la coopération étrangère et de l'OTAN. Vous êtes aussi très impliqué dans l'aide humanitaire. Vous l'avez été en Jordanie, en Turquie, au Yémen. Et puis, bien sûr, depuis 2022-2023, vous dédiez aussi votre action au soutien aux enfants via une fondation qui s'appelle Children's Aid Foundation et qui œuvre pour aider, accompagner les orphelins. Donc, merci beaucoup de prendre part également à ce débat. Alors, je rappelais quelques éléments de cadrage en donnant l'importance de 2024, en disant qu'il y avait des points de tension et des évolutions peut-être récentes de l'architecture de sécurité transatlantique et aussi des évolutions à venir. Donc, cette table ronde aura bien sûr un objectif un petit peu prospectif, mais pour poser les éléments de cadrage, je m'adresse d'abord à vous, donc, chère Johanna Meuring, pour que vous nous rappeliez justement cet enchevêtrement des architectures de sécurité dans cet espace et que vous nous rappeliez aussi dans quel contexte ces architectures évoluent. Je vous cède la parole pour 8 minutes et je serai très canadienne puisque c'est une table ronde franco-canadienne qui a été montée ici, c'est-à-dire que je ne vous laisserai que 8 minutes pour vous exprimer de manière assez stricte pour que nous gardions du temps pour les échanges avec les membres de l'auditoire dans l'Amphifoche cet après-midi. Je vous cède la parole, chère Johanna. Merci beaucoup pour cet avertissement. Non, je tiens d'abord à remercier les organisatrices et organisateurs d'avoir conçu et de m'y avoir associé ce panel prestigieux 100% féminin, chose qui me réjouit énormément étant donné que je représente Women in International Security France, une association qui veut promouvoir des femmes dans la sécurité et la défense. Et c'est vrai que ce genre de représentativité, elle est assez rare, mais je me suis fait la remarque qu'aujourd'hui, toutes assises ici sur le podium, nous nous retrouvons finalement dans un rôle qui est normalement, traditionnellement, historiquement, a été associé avec le féminin, c'est de prédire l'avenir. Alors, c'est vrai, nous sommes invités à nous prononcer sur les évolutions de l'architecture sécurité transatlantique à un moment où elle subit très forte pression et toutes les certitudes de nos politiques de défense soit n'existent plus ou voilà, sont en train, on a l'impression, d'éclater. Mais j'ai beau scruter moi-même à l'intérieur, je n'ai pas vraiment un talent d'oracle ou de voyante, mais je vais quand même vous laisser avec quelques clés de lecture sur notre situation actuelle sécurité et défense, surtout avec un focus sur l'Europe, et peut-être en identifiant quelques leviers qui peuvent nous orienter sur les évolutions à l'avenir. Tout d'abord, je pense qu'il est important de nous rappeler, si on réfléchit sur cette architecture transatlantique de sécurité, qu'il s'agit en fait d'un système très très complexe, enchevêtré de coopération au pluriel, en matière de défense industrielle, capacitaire, opérationnelle, qui ensemble coproduit la sécurité. Et alors, qu'est-ce qui sont les cadres dans lesquels cette coopération a lieu? Donc, en ce qui est l'Europe, on a une organisation multilatérale, l'OTAN, donc, où les gouvernements sont maîtres. Il y a aussi une organisation supranationale où quelques compétences ont été acquises en matière de défense. Il y a bien sûr des relations bilatérales, pour ne nommer que les relations entre la France et l'Allemagne ou le couple franco-britannique, mais il y a également des coopérations multilatérales au sein des instances déjà nommées. Par exemple, au sein de l'OTAN, il y a des pays qui se groupent autour des nations cadres pour coopérer dans des domaines très spécifiques, mais également au sein de l'Union européenne, dans le cadre de la coopération structurée permanente.
Et en dehors de ces instances, il y a des animaux très intéressants, comme par exemple the European Air Transport Command, qui assure un bien très très important, donc le transport aérien. Mais on peut aussi penser à une autre initiative unilatérale, comme l'initiative européenne d'intervention qui a été impulsée par la France en 2018. Donc, tous ces coopérations multiples produisent des biens très utiles et évidemment, en Europe, il n'y a pas que des pays européens qui participent. Il y a bien sûr le Canada, dignement représenté sur ce podium. Mais bien sûr, évidemment, les États-Unis prennent un rôle prépondérant en garantissant notre sécurité, aussi bien conventionnelle et de manière nucléaire au sein de l'OTAN. Donc, comment fonctionne ce système très complexe, un véritable Rubik's Cube de coopération? Alors, ce qu'on constate, c'est que tous les pays qui participent peuvent jouer sur les différentes faces du cube, mais il est évident que certains pays, par leur poids économique, politique et militaire, comme par exemple la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore la Pologne, ont la possibilité de façonner ces terrains de jeu de la coopération. Et malheureusement, ces grands pays ne sont pas toujours d'accord. Alors peut-être un peu plus sur les menaces qui pèsent sur la sécurité européenne, mais il y a quand même une distance parfois sur comment utiliser la puissance militaire et quel format de coopération privilégier. Et c'est intéressant de se dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord parce que l'environnement de sécurité est dégradé. Il y a des fortes incitations quand même de coopérer aussi bien d'un point de vue budgétaire, institutionnel et politique. Et il y a cette très inquiétante distanciation des États-Unis qui devrait quand même concentrer les esprits. Mais force est de constater que nous sommes loin de dispenser ou de disposer de capacités militaires autonomes, ce qui est étonnant pour un groupe de pays aussi riche et performant d'un point de vue scientifique et industriel. Alors, si on regarde ce qui sont les éléments qui ont vraiment incité les Européens à se mettre d'accord, à coopérer davantage, ces deux variables, c'est à la fois l'engagement américain et le rôle des armes nucléaires. Donc, on peut dire que ça enclenche des coopérations entre Européens quand vraiment il y a une crainte de désengagement fort. Par exemple, à la fin de la guerre froide, où il y a eu un certain rapprochement entre les États-Unis et l'URSS, ou encore, bien sûr, l'arrivée de Donald Trump dans la Maison-Blanche. Donc, on a vu à la fin de la guerre froide des coopérations franco-allemandes très fortes et tout un foisonnement d'initiatives européennes à partir de 2016. Et l'autre élément, donc les armes nucléaires, il s'avère que, historiquement, les Européens arrivent à se faire plus confiance quand les armes nucléaires jouent un rôle moindre. Encore une fois, à la fin de la guerre froide, on a ces accords de désarmement et de maîtrise d'armement entre les superpuissances. Et donc ça, c'était un moment propice. Et il y a surtout cette longue parenthèse ou une longue décennie à partir de la fin des années 90, où les armes nucléaires étaient vraiment marginalisées sur la scène internationale, et ça a permis donc d'autant plus de coopérer entre Européens. Donc, qu'est-ce que ces clés de lecture, donc la complexité du système, l'influence des grands pays, tout comme le rôle des États-Unis et des armes nucléaires, peuvent nous dire sur le moment actuel? Alors, c'est vrai qu'en Europe, ou dans cette partie européenne de l'architecture de sécurité, les Américains jouent un rôle important de primus inter pares, donc le premier des égaux. Et s'il n'y a pas un fort leadership, surtout en crise, en situation de crise, la situation se grippe, et on peut le voir actuellement si on observe des relations quand même très
tendue, par exemple, entre la France et l'Allemagne. Et bien sûr, il y a le clash des temporalités entre politique intérieure, politique extérieure, il y a des échéances électorales, mais c'est quand même étonnant que dans un moment de forte pression, face à un défi stratégique de soutenir l'Ukraine contre l'agresseur russe, l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni avancent quand même en ordre un peu dispersé. Donc, ou peut-être parfois, on a l'impression, au moins les bruits. Alors, qu'est-ce qui est des armes nucléaires? Alors, malheureusement pour nous, elles ont fait un retour sur le devant de la scène à partir de 2008, de la guerre russe contre la Géorgie, certainement à partir de 2014, donc l'annexion de la Crimée, et toute la guerre ouverte de la Russie à partir de février 2022 se passe sous une voûte nucléaire, et les armes nucléaires conditionnent aussi toutes nos réactions et le soutien à notre allié ukrainien. Et on n'agit pas, on réagit, comme on a pu voir juste hier, quand il y a eu une énième prononciation de Vladimir Poutine faisant allusion à la guerre nucléaire. Donc, voilà, si on scrute toutes ces variables, effectivement, on n'a pas très envie de se retrouver dans le rôle de Cassandre, mais c'est vrai que c'est des défis considérables. C'est cette distance entre pays qui devraient coopérer, le nœud nucléaire et cette menace de la décrédibilisation des États-Unis qui, mine de rien, joue encore un rôle plus important dans la sécurité européenne, étant donné que tout doute sur leur fiabilité mettent en question la dissuasion élargie. Et on a un autre problème nucléaire entre Européens on s'est occupé pendant 30 ans d'autres choses, et il y a toute une génération, surtout dans les pays non dotés, qui n'ont pas été socialisés avec les armes nucléaires. Donc il y a ce déficit de connaissances, aussi bien dans les administrations, dans les ministères et aussi dans les think tanks. Donc un certain réapprentissage à opérer. Alors que faire dans cette situation compliquée? Alors on voit qu'actuellement un réarmement conventionnel très attendu est en cours, et malheureusement ça prend plus de temps que prévu, car malgré la présence de la guerre aux portes de l'Europe, on est encore en mode de paix. Et ce renforcement conventionnel est très important, tout comme ce apprentissage ou réapprentissage de la dissuasion. Et troisièmement, et là on a au moins une bonne nouvelle, une rencontre, je pense à Berlin demain, entre la France, l'Allemagne et la Pologne par exemple, il faudrait vraiment investir dans un autre style de coopération, et j'espère vraiment qu'on aura le temps d'évoluer ensemble pour être à l'auteur de tous ces défis qui nous posent l'architecture de sécurité actuellement. Merci infiniment, chère Johanna Meuring. Alors, c'est tout l'intérêt finalement de ce débat de début d'après-midi. C'est les positions un petit peu nuancées que l'on peut avoir les unes et les autres. Et vous avez rappelé la position américaine. Je rappelais en préambule une forme d'hystérisation un petit peu du débat sur l'OTAN porté par les États-Unis. Mais peut-être qu'il y a d'autres bonnes nouvelles ou points d'attention qu'il faut porter dans le débat public. Et c'est notamment le rôle, justement, de l'UE et les espaces dans lesquels les Européens peuvent s'entendre pour réfléchir à une architecture aux évolutions de l'architecture de sécurité européenne et transatlantique. Et ce n'est pas une chose nouvelle, ni qui est forcément liée au conflit en Ukraine. Et j'aimerais beaucoup, Madame Laterade, que vous poursuiviez donc sur ce thème pour pouvoir nous éclairer et nous faire partager votre expertise sur cette question. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça marche. Alors, je vais essayer de faire un point peut-être le plus factuel possible sur comment on peut renforcer la coopération UE-OTAN, parce qu'en fait, il est beaucoup question de complémentarité, mais il faut essayer de voir comment ça se traduit dans les faits.
D'abord avec la boussole stratégique, ce qu'on appelle en anglais Strategic Compass, qui a été adoptée sous présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022, mais qui était une réflexion au long cours qui date de plusieurs années. Enfin, c'est un travail au long cours avec tous les Européens. On a orienté, on a pris la décision de faire des orientations politiques dont on avait besoin en fait pour donner une nouvelle impulsion à la coopération centrale en matière de sécurité et de défense. Donc, dans la mesure où on partage des intérêts stratégiques et qu'on doit répondre aux mêmes défis entre l'UE et l'OTAN, on a depuis très longtemps des sujets d'intérêt commun et une coopération, et on travaille côte à côte en matière de gestion de crise, de développement capacitaire, et on a évidemment très régulièrement des consultations politiques de haut niveau qui permettent d'être au rendez-vous de tous les défis que nous devons relever de part et d'autre. Donc, d'un côté, on a dans le domaine de la défense l'OTAN qui est un partenaire central pour l'Union européenne, et de l'autre côté, on a l'Union européenne qui est un partenaire unique et essentiel pour l'OTAN. Alors, comme vous avez certainement suivi, il y a eu des déclarations communes UE-OTAN, plusieurs, il y en a eu en 2016, il y en a eu en 2018. Il y a une troisième déclaration conjointe qui s'est tenue le 10 janvier 2023 et qui porte le partenariat entre l'Union européenne et l'OTAN à un niveau élevé, puisque est noté dans cette déclaration qu'il s'agit d'un partenariat stratégique qui doit être renforcé et étendu. Donc c'est quand même assez positif, et il y a une prise de conscience commune du fait qu'il faut faire plus et mieux, comme dirait notre président de la République. Donc la déclaration, elle souligne également la nécessité de poursuivre les échanges et la coopération pour traiter des questions relatives à la compétition géostratégique croissante et aussi à la résilience et à la protection des infrastructures critiques. Alors effectivement, c'est un sujet particulièrement cuisant dans le cadre de la guerre en Ukraine, puisque c'est une des premières choses qu'on a constatées dans l'invasion par la Russie de l'Ukraine, c'est de frapper les infrastructures critiques. Donc c'était... Voilà, c'est bien dans la prise de conscience partagée. Et ensuite, il y a évidemment des domaines prioritaires que sont les technologies émergentes et disruptives, l'espace, les implications sécuritaires, le changement climatique, tout ce qui est évidemment ingérence étrangère avec une forte montée en puissance sur le sujet. Et ne parlons pas de la manipulation de l'information, comme vous savez, qui est un sujet qui fait l'objet d'une attention croissante de la part des pays européens, puisque c'est exponentiel d'année en année. Alors, des exemples concrets de la coopération UE-OTAN, puisque j'ai envie de rester sur une note positive. Les domaines qui sont transposés dans l'ensemble commun, ça s'est décliné par 74 actions très concrètes, qui sont les axes de travail pour des développements coordonnés et étroits entre l'UE et l'OTAN. Alors, deux exemples. L'exemple de la création du Centre européen d'excellence pour la lutte contre les menaces hybrides à Helsinki, qui vise à améliorer la résilience et les équipements et capacités dans le domaine. Et un deuxième projet qui est le projet phare de mobilité militaire, ô combien important. C'était déjà discuté également avant l'invasion en Ukraine, mais l'enjeu d'interopérabilité des armées, de mobilité militaire, etc., prend toute sa dimension, peut-être plus que jamais. Donc il y a un projet de coopération structurée permanente qui a été lancé par l'Union européenne et un plan d'action pour la mobilité militaire qui a été mis en place. Il y a 3 pays en lead, que sont la Norvège, les États-Unis et le Royaume-Uni, qui participent à ce projet. Et dans ce cas précis, le but, c'est de simplifier et de standardiser, par exemple, le transport militaire pour accélérer les passages des frontières européennes et par le personnel et les matériels militaires, qui est une condition en fait nécessaire pour que l'OTAN et l'Europe puissent garantir une défense efficace du continent en temps de crise. Donc vous voyez, ce sont deux exemples très concrets de la coopération et combien elle peut être très proche, rationnelle, pragmatique entre l'Union européenne et l'OTAN. Après, la question c'est comment on voit la manière dont l'OTAN et l'UE travaillent et comment on pourrait travailler mieux et plus efficacement sur la sécurité en Europe. J'ai encore quelques minutes. Je me dépêche. Ça va bon. Donc, l'invasion russe de l'Ukraine a démontré en fait la force et la valeur du partenariat stratégique, qui est un concept usité, qui est très courant, mais là, on a mesuré à quel point c'était vraiment
le concept sur lequel il fallait travailler plus que jamais, et qui a montré que la famille transatlantique était plus forte que jamais quand l'UE et l'OTAN agissent de façon unie et complémentaire. Ce qui est le cas depuis longtemps, mais qu'on voit se décliner en bonne intelligence depuis l'invasion de la Russie en Ukraine. Donc nous, France, on a la conviction que l'Europe de la défense doit être renforcée et profiter à l'OTAN, et que les deux organisations sont au centre de la sécurité et qu'elles sont essentielles pour la sécurité de l'Europe sur le long terme. Au-delà de la guerre en Ukraine, il nous paraît essentiel de garantir que les outils de nature très différente qui sont à la disposition des deux organisations soient utilisés au maximum de leur potentiel. Ce qui veut dire poliment qu'on réfléchit à comment on pourrait faire mieux certaines choses qu'on fait déjà bien, mais comment on pourrait le faire mieux encore, et garantir la complémentarité de ces actions. Donc la troisième déclaration conjointe sur cette coopération, elle a un message d'unité très fort, et elle ouvre la voie à une nouvelle phase de partenariat stratégique. Et c'est dans cet esprit que nous, on souhaite également avancer, avec une feuille de route concrète et comment on agit ensemble face aux crises. Donc quand le président de la République dit que nous songeons à une implication européenne plus forte au sein de l'OTAN, c'est vraiment dans cet état d'esprit-là que ça s'insère. Également quand on parle de renforcer un pilier européen au sein de l'Alliance. Donc pour ça nécessite très concrètement de renforcer notre autonomie technologique et militaire, de produire davantage, de standardiser évidemment, parce qu'il faut qu'on soit plus forts tous ensemble, et d'aller plus loin en matière d'industrie de défense européenne, en construisant une défense qui soit très orientée et plus orientée vers le socle européen. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec les autres, ça veut dire qu'on pense européen, on travaille en européen, on a des partenariats, on a des alliés bien évidemment, c'est pas remis en cause, mais il faut qu'on réfléchisse aussi sur de long terme à éventuellement d'autres formes de portage, puisque comme vous l'avez vu, le monde change très vite et on a une multiplicité de crises qui fait qu'on est obligé de forcément d'avoir une sorte de sursaut en se posant la question de comment on peut faire sur le long terme différemment s'il était besoin qu'on arrive à des extrêmes qu'on n'a pas encore atteints, heureusement. Donc ça se traduit par une Europe plus forte, une alliance plus forte et un meilleur partage du fardeau. C'est bien ce qu'on fait depuis le début de la crise en Ukraine. Dernier point sur les relations de l'Union européenne et des États-Unis, puisque c'est beaucoup discuté, réfléchi, mis en perspective, c'est interrogé. Voilà, il y a les élections américaines qui arrivent, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de questions. Nous, on est évidemment très en faveur de la consolidation du partenariat stratégique, bien évidemment, du partenariat transatlantique, of course. Et on est en fait sur des forums de consultation réguliers avec nos alliés américains sur les questions de sécurité globale, les priorités que nous partageons. Il y a des consultations de haut niveau qui se tiennent très régulièrement. La prochaine sera en juin. Et ensuite, on travaille aussi avec l'Agence européenne de développement et le département de la défense des États-Unis, qui ont signé d'ailleurs récemment un arrangement administratif et qui permet de fournir un cadre d'échange d'informations et une coopération renforcée dans certains secteurs spécifiques. Et enfin, mon dernier point, évidemment pour nous, le partenariat stratégique transatlantique en matière de sécurité et défense est essentiel pour faire face aux défis partagés. Ça fait partie intégrante de l'Europe de la défense pour qu'on soit plus fort et plus capable, qu'on soit complémentaire à l'OTAN. Et s'agissant de tout ce que l'Union européenne fait, alors très rapidement, vous aurez constaté qu'on est UE-OTAN sur des portages très différents. Par exemple, l'Union européenne fait des choses que l'OTAN ne peut pas faire et c'est normal, nous n'avons pas les mêmes mandats. Notamment, je pense au paquet de sanctions économiques, 16 paquets de sanctions, ça c'est vraiment hyper important. Et ça relève de l'Union européenne. On a utilisé énormément d'outils européens très flexibles, très très vite, que sont la facilité européenne de paix. On a mis en place les outils ASAP et DIRPA, etc. Et ça, comme vous le voyez, ça relève de l'Union européenne qui a joué pleinement son rôle dans ses prérogatives et c'est absolument complémentaire à ce que fait l'OTAN. Et on n'est pas du tout dans un domaine concurrentiel puisqu'on n'a pas les mêmes mandats et pas les mêmes portages. Voilà, donc moi je crois beaucoup à la complémentarité UE-OTAN et en mon nom personnel, je pense que c'est un sujet qui mérite l'attention qu'on lui accorde et qu'en bonne intelligence, on peut avancer dans nos champs respectifs de compétences
concurrence. Et je pense que c'est pas heureux et bien de nous mettre en concurrence, alors qu'en réalité, on travaille plutôt bien ensemble. Il peut y avoir des sujets de discussion ou des visions différentes, mais à la fin, on a des intérêts partagés, bien compris, des deux côtés. Et je pense que c'est de manière constructive qu'il faut aborder le sujet, et pas de manière déséquilibrée ou avec la volonté de créer des dissensions là où il n'y en a pas nécessairement. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Madame Laterrade, pour ces points très concrets, cette note positive, et ce rappel aussi des axes et des thèmes sur lesquels la coopération aussi avance. Vous avez cité notamment, ça ne m'a pas échappé, les manipulations de l'information. C'était le sujet d'une des tables rondes de ce matin que je vous invite à voir ou revoir. Mais c'est important justement dans les réponses à ces phénomènes que l'on sache qu'il y a un travail sur les questions de manipulation de l'information, sur la sécurisation des infrastructures critiques, des infrastructures numériques et du cyber. Et ce qui me permet une transition un petit peu toute trouvée avec l'intervention du professeur Chantal Lavallée, qui va nous parler justement d'abord nous offrir un regard un peu décentré par rapport à ce qui vient d'être dit, puisque vous êtes aussi la représentante de l'espace nord-américain pour ce panel. Et puis, en plus, vous avez un axe, un angle d'approche qui traite de coopération bien spécifique entre les alliés, notamment sur les technologies de rupture, entre autres, mais pas que. Et donc, je vous cède la parole, chère Chantal, pour que vous puissiez nous éclairer donc, sur ces axes de coopération bien spécifiques entre alliés. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Et je me joins à mes copanélistes aussi pour remercier les organisateurs du panel, de ce panel très féminin, ce qui est tout à notre honneur. Et je vais m'inscrire en droite ligne des propos de Madame Laterrade, en espérant garder l'enthousiasme et l'approche très positive face à une complémentarité qui semble vouloir effectivement s'installer dans la durée, aussi dans la perspective à plus long terme. Je vais également rebondir, en fait, si je prends la balle au bon, donc cette déclaration conjointe de janvier 2023 entre l'Union européenne et l'OTAN marque le coup, effectivement, pour renforcer une image d'unité très forte dans le contexte, évidemment, de la guerre en Ukraine, du contexte géopolitique. Et une déclaration conjointe à bien des égards extrêmement intéressante, puisqu'elle élargit aussi le cadre de discussion, de coopération éventuelle aux technologies émergentes et de rupture et à l'espace également. Ce qui est intéressant parce que, et ce sera le propos dans le temps qui m'est imparti de ma présentation, ce qu'on peut voir dans les dernières années, c'est une tendance des deux organisations, donc tant du côté de l'OTAN que de l'Union européenne, de s'intéresser à ces technologies émergentes, qu'on dit aussi de rupture dans les changements très importants et leur potentiel qu'elles présentent, donc à la fois un volet risque et à la fois un énorme potentiel. On voit beaucoup d'opportunités dans ces technologies. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir les deux organisations qui, dans les dernières années, ont multiplié les initiatives en ce sens et ont souvent décrit donc ces technologies à la fois dans un contexte aussi de compétition internationale. On parle beaucoup des compétitions technologiques, mais aussi d'un domaine stratégique clairement délimité qui prend forme. Et donc, dans ce cadre-là, je vais m'inscrire donc à la suite de ce qui a été dit, de voir à la suite et à la lecture, en fait, des visions stratégiques présentées, réitérées du côté de l'Union européenne avec la boussole stratégique et du côté de l'OTAN avec le concept stratégique, tous les deux présentés à quelques mois d'intervalle en 2022. Donc, évidemment, dans les mois qui suivent l'intervention russe en Ukraine, donc on envoie aussi un message assez fort sur la vision du monde, les menaces qu'on identifie. Ce qui est intéressant dans ce contexte-là, c'est de voir donc des visions qui convergent de plus en plus, qui semblent clairement converger, et de se questionner si justement on va aller vers un renforcement de ce partenariat stratégique, y compris dans un secteur décrit de part et d'autre comme extrêmement compétitif et stratégique. Donc, dans les quelques minutes que j'ai, en espérant pas être trop longue,
j'aimerais avec vous survoler rapidement des concepts qu'on a entendus beaucoup au niveau des visions de part et d'autre, les principales initiatives qui ont été présentées et comment on peut voir donc une convergence et qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette convergence qui semble émerger. Je vais arrêter de bouger, je pense que je vous pars avec le micro. Donc, d'une convergence qui semble faire émerger ce que de part et d'autre on appelle un écosystème technologique. Donc, jusque dans quelle mesure, en fait, cet écosystème est aussi transatlantique, aussi, il est plutôt européen et dans le cadre de l'Alliance. Et donc, de voir comment cette convergence s'opère. Au niveau des visions stratégiques, ce qui est intéressant, c'est évidemment dans la boussole stratégique de l'Union européenne, on retrouve des concepts assez forts. Évidemment, lorsqu'on voit la volonté de l'Union européenne d'investir dans les technologies émergentes, et le mot il est là, c'est donc cet axe investir qui est le troisième axe de la boussole stratégique. On associe cet investissement dans les technologies émergentes à cette idée d'une souveraineté technologique, à cette idée qu'il faut atténuer aussi les dépendances stratégiques en matière de technologies critiques surtout, et des chaînes de valeur. On parle aussi de réduire les vulnérabilités. Donc, on est quand même sur un registre très intéressant si on regarde au niveau du discours, de la façon dont l'Union européenne présente le tout, dans un contexte où on assume clairement cette autonomie stratégique, un discours qui, pendant quelques années, semblait plutôt français ou pas partagé par tous les partenaires européens, mais qui s'est finalement retrouvé dans le discours à l'échelle européenne de façon totalement assumée dans la boussole stratégique. Et donc, une série d'initiatives qui s'inscrivent aussi dans ce cadre-là. Des initiatives comme le plan d'action sur les synergies entre les industries civiles, spatiales de défense, également plusieurs, encore là, comme le plan d'action, mais d'autres initiatives de la Commission européenne, entre autres la feuille de route sur les technologies critiques. Et donc, la boussole stratégique vient un peu, j'en ai nommé que quelques-unes, mais montrer la volonté de l'Union européenne de mettre à profit ses ressources et ses différentes initiatives dans un cadre cohérent. Côté concept stratégique de l'OTAN, ce qui est intéressant, c'est le dernier concept stratégique, pas le second, mais depuis 2010, dans lequel on insère clairement cette importance attachée aux technologies émergentes. On parle de permettre à l'OTAN d'assurer son avance technologique. On l'inscrit même dans les principes et la mission de l'OTAN. Donc, un nouveau domaine qui s'inscrit clairement là, dans l'action et la vision de l'OTAN. Ce qui est intéressant, comme pour la boussole stratégique, on identifie clairement, évidemment, la Russie. Évidemment, on est dans le contexte quelques mois après l'intervention en Ukraine, qu'elle représente, mais également la Chine. Et ça, dans le cadre de l'OTAN, c'est intéressant aussi pour souligner les ambitions en termes, justement, de compétition technologique de la Chine. Et ça, on voit encore l'Union européenne et l'OTAN se retrouver. Donc, pour ce qui est des visions, on voit que c'est des discours quand même très marqués en termes, au niveau du narratif, en termes d'approche stratégique. On souligne bien la compétition, mais en même temps, les deux documents stratégiques, que ce soit la boussole stratégique pour l'Union européenne et le concept stratégique pour l'OTAN, montrent bien la volonté des deux partenaires, en fait, de renforcer le partenariat stratégique, y compris dans ce domaine-là, qui est finalement confirmé avec cette déclaration en janvier 2023. Et donc, c'est de voir maintenant comment, à partir de ces visions très stratégiques, très tranchées, comment une coopération peut prendre forme. Si on regarde concrètement, plusieurs initiatives sont proposées de part et d'autre. En fait, plusieurs, mais qui peuvent se résumer à deux initiatives majeures des deux côtés, de chaque côté. Côté de l'Union européenne, évidemment, une des initiatives phares de la boussole stratégique, c'est de permettre la création d'un pôle d'innovation dans le domaine de la défense, qui prend le nom de l'acronyme qui est plutôt utilisé, EDI, pour le Hub for EU Defense Innovation, afin de faciliter justement cette coordination entre les États et évidemment permettre un investissement européen avec le Fonds européen de défense
qui permet la mise en place du programme européen d'innovation dans le domaine de la défense, U10 pour les acronymes qui facilitent parfois la question des traductions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ces initiatives qui sont quand même prévues pour prévoir des mécanismes de coordination avec l'OTAN pour prendre aussi en compte les coordinations. J'arrive bientôt au terme. Oui, hein, d'accord. Et donc, avec l'OTAN qui, elle, de son côté, a aussi deux initiatives majeures dont on a beaucoup parlé dans la dernière année. C'est donc le concept de l'accélérateur d'innovation de défense pour l'Atlantique Nord, DIANA, et également un fonds d'innovation également qui est mis en place. La question qui se pose, c'est de voir comment ces initiatives peuvent permettre des coopérations concrètes quand on a peut-être une forme de mimétisme, donc une volonté de coopérer, un intérêt commun. Dans les faits, c'est de voir comment cette convergence peut en effet permettre un écosystème technologique transatlantique qui soit cohérent, complémentaire, parce qu'on revient peut-être aussi dans ce secteur qui émerge à ce débat récurrent entre complémentarité et peut-être un risque de certains dédoublements ou une certaine concurrence dans un domaine aussi stratégique et compétitif que sont les technologies émergentes et de rupture. Donc, je m'arrête ici. Merci infiniment, professeur Lavallée. Je suis particulièrement intéressant d'entendre parler d'autant de coopération dans un monde où on ne cesse de nous parler de compétition de puissance et de techno-nationalisme. Et là, vous parlez de convergence et de possibilité de travailler ensemble, ce qui est fort rafraîchissant, puisque moi, dans mes objets d'études, je vois plutôt beaucoup de compétition. Et ce qui m'amène sans doute, chère ambassadrice Sylvie Berman, à vous céder la parole pour avoir votre point de vue, votre recul aussi sur cette évolution des différents acteurs et qu'on a déjà nommé en préambule et leur impact sur l'évolution des architectures de sécurité transatlantique. Je vous cède la parole pour 8 minutes. Merci beaucoup. J'ai le privilège de l'âge, donc j'ai connu les débuts de la défense européenne, puisqu'à l'époque, j'étais chef du service de la politique étrangère et de sécurité commune au Quai d'Orsay, correspondante européenne, et ensuite j'ai été, de 2002 à 2005, ambassadeur au comité politique et de sécurité auprès de l'Union européenne, et c'est là qu'on a mis en place les premiers instruments de la défense européenne. Et ça ne s'est pas fait facilement, parce qu'à l'époque, et je me réjouis d'entendre que les choses ont bien évolué, à l'époque, ça s'est fait dans la concurrence, la compétition, l'idéologie, et le point de départ, ça avait été un accord franco-britannique à Saint-Malo, à la fin du XXe siècle, en 1998, et avec deux principes, un qui était le non-découplage avec l'OTAN, parce que c'est ce que craignaient les Britanniques, et le deuxième qui était la possibilité d'autonomie de l'Union européenne, et donc la possibilité de lancer des opérations autonomes. Alors à chaque fois, ça a été extrêmement compliqué. Il y avait une fois par mois des réunions entre le Conseil Atlantique et le COPS. Ça ne se passait pas toujours bien. Heureusement, à l'époque, Javier Solana, qui était le haut représentant et qui avait été secrétaire général de l'OTAN, pouvait assurer la coordination entre les deux. Mais encore une fois, c'était difficile pour les Américains et les Britanniques de voir émerger effectivement ce qu'ils voyaient un peu comme une concurrence et le souci d'évincer et la volonté d'évincer l'OTAN. Bon, c'est la France, effectivement, qui était la plus allante dans ce domaine. Mais les choses ont quand même évolué. On a fait adopter les premiers accords de coopération, c'était les accords Berlin Plus, avec la possibilité de réaliser des opérations de l'Union européenne avec les moyens de l'OTAN, ce qui s'est fait en Macédoine, en Bosnie, etc. Et puis quand même de lancer une première opération autonome qui était en République démocratique du Congo, Ituri, qui a été un succès en 2003. Donc on a continué toujours un petit peu dans cet esprit de rivalité. C'est à chaque fois qu'il y avait une initiative européenne, et en réalité il y avait eu l'initiative qu'on a appelée des battle groups,
donc de la réaction rapide. C'est là que l'OTAN a décidé la NRF, etc. Il y a eu cet effectivement exercice de simulation. Je crois que très vite, quand même, les Américains ont compris l'intérêt de la défense européenne, parce que quand on a lancé l'opération au Tchad, les Américains ont fait des démarches dans les différentes capitales pour soutenir cette opération, voyant bien que ça s'inscrivait dans un esprit justement de partage du fardeau et de complémentarité. Et donc les choses ont bien évolué grâce à cela. Bon, Vladimir Poutine y a beaucoup aidé également, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans des opérations de défense, de corps expéditionnaires, on est dans le dur, qui est la défense collective. Et là, il est évident que rien ne peut se faire hors du cadre de l'OTAN. Ça ne veut pas dire pour autant que la défense européenne ne doit pas être développée de manière autonome, parce qu'on se trouve quand même dans une situation, vous l'avez évoqué tout au début, d'incertitude, où à un moment, Donald Trump avait dit que l'OTAN était obsolète, à un autre moment que les Européens étaient de pires ennemis que la Chine. Quand il en aurait fini avec la Chine, il s'en prendrait aux Européens. Il visait bien sûr les questions commerciales ou de haute technologie. Et donc le moment est vraiment crucial pour développer davantage ces outils européens. Alors, on se souvient de la déclaration du président de la République sur la mort cérébrale de l'OTAN. Cela dit, ça visait quelque chose de très particulier. C'était la place de la Turquie, puisqu'il y avait eu à ce moment-là un acte agressif avec l'illumination d'un bâtiment français qui voulait contrôler un bâtiment qui faisait du trafic d'armes à destination de la Libye qui était sous embargo. Donc ça visait quelque chose de bien précis. Mais là, l'OTAN est évidemment en première ligne. La complémentarité que vous avez évoquée, les deux concepts stratégiques, la boussole et autres, les axes de coopération, c'est essentiel aujourd'hui. Mais encore une fois, il faut être capable de faire des choses seul. C'était bien le but des différentes réflexions. Il y en a une qui a fait beaucoup de bruit, qui est la déclaration du président de la République disant qu'il n'excluait rien, et il évoquait l'envoi de troupes en Ukraine, qui a été aussitôt démenti par l'ensemble des partenaires, ce qui a conduit à une certaine cacophonie. Vous avez évoqué tout à l'heure le conflit franco-allemand, qui est tout à fait dommageable, parce qu'à partir du moment où les Britanniques ont quitté l'Union européenne, non seulement on a perdu un outil de défense très important, mais on a perdu ce qui était ce triangle qui, à l'époque, pesait dans le monde. C'est-à-dire qu'entre Londres, Paris et Berlin s'exprimaient, ça avait un poids. Et puis, c'était plus facile pour les Français de ramener les Allemands quand on en avait discuté avec les Britanniques. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois en direct. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et donc, on se trouve dans cette phase souvent d'opposition, de réconciliation. La prochaine aura lieu dans le cadre du triangle de Walheimer avec la Pologne qui joue un rôle important. Mais au sein de l'Union européenne, l'unité est aussi ce qu'il y a... Enfin, de l'Union européenne et de l'Union européenne avec l'OTAN, et on verra avec Trump effectivement ce qui se passera. C'est l'unité qui fait la force de manière incontestable. Donc il y a eu une révolution culturelle en Europe, puisque au début, elle a décidé pour la première fois de fournir des armes dans le cadre de l'instrument de facilité de la paix. Il y a les outils qui sont les outils plus proprement civils et qui sont très importants, comme les trains de sanctions, mais il faudra travailler sur un plan militaire, avoir effectivement des coopérations, faire émerger une base industrielle et technologique de défense, et ça c'est fondamental parce que nous n'avons pas les mêmes
moyens à cet égard que les Américains. Et puis vous avez évoqué toute la coopération sur la guerre de l'information, les hautes technologies et autres. Et on a parlé à un moment de doctrine Gerasimov, chef d'état-major russe. Il n'y a pas de doctrine, mais c'était une réponse plutôt au Pentagone. Mais en même temps, c'est très clair ce que fait la Russie dans le cadre d'une guerre. C'est une guerre totale, c'est-à-dire avec tous ces moyens, la guerre de l'information. On l'a vu, nous, Français, en Afrique, avec les Wagner. On le voit dans nos pays, et je pense que ça se développera de plus en plus. Et là, l'Union européenne et l'OTAN ont intérêt, effectivement, à converger et à travailler ensemble. Donc je pense que la prochaine étape, ça sera sûrement dans les mois qui viennent, et surtout à partir du 5 novembre, si jamais Donald Trump est élu, de le convaincre de cela. Merci infiniment, Sylvie Berman, pour votre point de vue, le recul et cette mise en perspective des enjeux absolument passionnante. Vous évoquiez dans votre propos le triangle de Weimar et l'importance de l'unité et d'écouter tous nos partenaires. Eh bien, maintenant, c'est l'occasion de vous céder la parole, chère Alexandra Wisniewska. Vous êtes représentante donc de la Diète polonaise et vous vouliez donc vous adresser au panel et à l'auditoire. Donc dans votre langue de travail qui va être l'anglais aujourd'hui. Et je pense que vous préférez vous mettre au pupitre par souci de commodité. Donc le pupitre est à vous. The floor is yours. And you have, I'm afraid, 8 minutes like the other speaker. Thank you. Madame, Monsieur, bonjour. Generals, partners, esteemed colleagues, it is an honor to address you today, particularly in a week during which Poland, so my country, celebrates its 25th anniversary of our accession to NATO. I currently serve as a member of the Polish Parliament, as a member of Defense and Foreign Affairs Committees, chair of the Poland-United States Parliamentary Group, and vice chair of Poland and Ukraine Parliamentary Group. However, prior to being sworn to the public office, I have served for 12 months in Ukraine as a humanitarian aid worker. I believe that shaping the strategic vision of our transatlantic security lies in our common ability to politically align in answering 3 big questions. First, what is the strategy of the collective West when it comes to the result of the ongoing Russia war in Ukraine? Second, is Europe ready to assert more self-agency in regard to its own security? And third, is Europe prepared for a long-term pressure on its security that might not end with the war in Ukraine? So when it comes to the first one, support for Ukraine for how long it takes is not a strategy. It is merely a political statement. Support for Ukraine for how long it takes has become a frequently repeated political motto, found in almost all the big political speeches of the last 2 years. But serving the purpose of convincing our own electorates that it is critical to support Ukraine for how long it takes, indeed is worth repeating. However, it does not save us from the so-called war fatigue. And we cannot allow for the war fatigue to set in, not while our Ukrainian colleagues and counterparts are daily waking up to pools of blood of their beloved ones from yet another Russian attack hitting yet another school, another kindergarten, another hospital, another building of civilian infrastructure. But I believe that our collective strain, so-called war fatigue, results from 2 factors. First of all, lack of tangible success on the front line, and the second of all, the length of the war itself. Why is that? Because, ladies and gentlemen, it has never been an outright strategy to win this war. Never it has constituted the clear and pre-planned commitment of what and when should be delivered to Ukraine. Never it has constituted the resilience factor grounded in the strategic ambiguity of our own actions versus the clarity of Russian aggression. This taboo was in fact only recently broken, as Madame has mentioned, by the President Emmanuel Macron, and that resulted in rather an all-European shock. And if we continue to think about our engagement against the Russian aggression in terms of red lines, I recommend that we start with defining one red line that we shall never cross. It is to allow Russian imperialism to triumph
over our European values, our democratic freedoms, and our way of living. For that, we all must realize that the war that Russia is fighting against Ukraine is a part of a greater effort to reshape the borders of Central and Eastern Europe, to undermine the position of the West, and to destabilize our democratic structures. And not supporting Ukraine for how long it takes, but winning with Russia in Ukraine is still the best strategic investment for the peace and prosperity of our own and our children in Europe. Second, when it comes to European autonomy in regard to our own security, Europe needs to be more decisive in creating its own security policy that includes focusing on creating our own defense capabilities. And here, transactional approach in security and policy is a dangerous trend, ladies and gentlemen. The basis of our commitment to NATO is solidarity of allies in facing military threats. This solidarity is based on the need of protection of our joint values and what we hold dear, our human rights, our democratic values, our civic liberties, including the pursuit of happiness and economic prosperity. It is this common belief that is the source of the responsibilities that we pledge to each other. And yes, one of these pledges was to align the military spending at 2%. Stability and resilience of NATO is based on the conviction of our enemy, today Russia, that the alliance is capable of answering the attack of its own territory. But you can undermine this conviction of our enemy by public statements, like Donald Trump did, but you can also undermine it by neglecting your collective responsibilities. So today, 2% is a floor. It's not a ceiling. And the Russian aggressive posture against the values of the whole alliance has become the reality. That is why Poland is stepping up. Over 4% of GDP on military spending that transfers to tangible military procurements. We are ready to start thinking about ourselves as the security providers to the whole of Central and Eastern Europe. And that is the strategic change that we also are requesting from you, from our allies, especially those like France, who possess unique military capabilities. That is why it is with reassurance that we also welcome Sweden as the 32nd ally, for it is a country that from the day one enters NATO with strong defense industry, proper budget spending, and strategic culture. But let us be honest with ourselves. As of today, Europe is in no position yet to be autonomous in securing itself. For too long, cheap security was the basis of our economic prosperity. And that paradigm is still present in some of the European minds. 80% of NATO's defense expenditures come from non-EU NATO allies. French and British nuclear capabilities, however unique, are nowhere still near to balance the Russian threat in this regard. For these reasons, the role of the Central Eastern Europe is to continuously, tirelessly, day in, day out, make efforts to communicate our common security goals and prevent the misalignment of transatlantic interest, whoever, doesn't matter regardless of who will be sitting in the White House soon. To make sure that we're guided by the very values of our alliance, not by an idea of becoming a balancing power once we assert more self-agency in terms of security. And lastly, are we prepared for long-term pressure on our security that may not end with the war in Ukraine? We're currently witnessing epochal changes that will not end miraculously with a peace deal with Russia. Let's not kid ourselves. The era of military threat to our way of living is here to stay for a longer term. Europe is in fact already divided by a new Iron Curtain. It starts with closed borders, post-Samur Finnish forests. It continues with bunkers due to be built in the Baltic states, the fence on the Polish-Belarus border, and ends in the trenches on Ukrainian soil. And the ambition of Russian imperialism is far bigger than Lugansk or Donetsk. It exceeds to re-establishing the sphere of influence lost after the fall of the USSR. However, what we sometimes fail to understand is that we're in fact witnessing a coordinated axis of Russia, North Korea, Iran, perhaps China, and the alliance that, although not formalized, might have a common goal of undermining the global position of our transatlantic alliance here. And this is the activity that cannot be tamed by yet another Minsk-style agreement. It needs to be deeply rooted. It needs to be deeply rooted the changes in our strategic approach based on acquiring the defense production capabilities based not only on technological superiority, but also on mere volume. To achieve that, we need to spend our money wisely. Coordination efforts on European level are an absolute priority, and perhaps even they should serve as a basis for the potential establishment of the new post of the European Commissioner of Defense. Mindset change,
among us politicians to understand that there's no quick way to go back to business with Russia, and among public to understand that this new era might need unpopular and difficult political decisions, such as a comeback to military conscription. Prioritizing our votes, the policymakers will have to make bold choices what reforms to prioritize, not to lose the public support and overstretch the fiscal burden. Today, the discussion about the Transatlantic Alliance is the discussion about strategic political decisions we all have to make. Today, here in Paris, and tomorrow, the day of the Weimar Triangle meeting in Berlin. Politicians have a tendency to act boldly, only when they feel there is a political capital they can make. Today, ladies and gentlemen, the political capital is in our security and our continued existence of our values and freedoms that we hold dear. So let us all be bold. Thank you. Thank you so much. Thank you again, Alexandra Wisniewska. If I may, I will switch back to French and just perhaps stress one or two points that you highlighted in your speech, and so we can come back to the debate, first with the panel and then with the audience. Je reviendrai sur peut-être sans doute je retiendrai les points que vous avez soulignés concernant la capacité de résilience. Résilience sans doute des nations européennes, telles que vous l'avez présenté, résilience aussi des alliances, puisque c'est la question que nous posons pour ce panel. Et quand on parle de l'évolution des architectures de sécurité, il faut aussi se poser la question des évolutions récentes et de leur capacité de résilience. Donc c'est des points particulièrement intéressants. Et le point aussi que vous avez tout à fait soulevé concerne la réassurance. Quand on parle de réassurance, on pense souvent aux grands alliés américains qui pratiquent la réassurance de manière bilatérale aussi, avec un grand nombre en dehors et en marge aussi de l'OTAN, avec un certain nombre de nos partenaires européens, le pays dont vous venez en particulier. Donc, je me tourne vers les autres panélistes. Quel est votre sentiment sur la capacité de résilience des alliances, de résilience des nations européennes et la capacité aussi que nous aurions dans la construction d'une défense collective à réassurer aussi l'ensemble de nos partenaires, pas simplement en investissant dans plus de capacités ou plus de budget, mais aussi peut-être avec d'autres outils. Donc c'est une question ouverte et puis ensuite je vous permettrai que je peux faire circuler à toutes les quatre puisque c'est en réponse à la dernière intervention. Et puis si vous le permettez, nous ouvrirons les questions à la salle que nous prendrons par groupe de 3. Qui veut commencer? Madame Laterade, allez-y. Merci beaucoup. En termes de je sais pas, vous m'entendez? Oui. En termes de résilience, il me semble qu'on a quand même fait un long chemin. On a des missions de PSDC qui ont été réformées, qui sont plus flexibles, qui travaillent sur la désinformation, le cyber, la gouvernance, tout un tas de sujets qui relèvent en fait des prérogatives de l'Union européenne et qui a joué encore une fois pleinement son rôle. On a encore une dizaine d'opérations. On a su en ouvrir une en Arménie, quand il y a eu besoin. On a su en ouvrir une en Ukraine, quand il y a eu besoin. On en a une en Géorgie, on en a eu au Kosovo, on en a en Afrique, on en a Afrique de l'Ouest. Bon, maintenant, avec la situation, c'est un petit peu... Il y a eu un repositionnement, un redimensionnement du dispositif. Mais il y en a en Somalie, il y en a en fait en Irak. Bon, alors en termes de résilience, je pense que quand même, on était au rendez-vous. Ensuite, sur la capacité à réagir face à des crises, on a quand même eu un retour d'expérience de la gestion du Covid, qui a montré que l'Union européenne était capable de monter en urgence une cellule de crise, de faire des exercices, de trouver des financements, de lever des fonds, de se serrer les coudes entre Européens pour répondre au mieux à la sécurité du continent. Et puis sur la gestion
de l'Ukraine, je trouve quand même extraordinaire ce qu'a été capable de faire l'Union européenne avec, en passant de la facilité africaine de paix vers la facilité européenne de paix, être capable de financer du létal et pas que du non létal, qui était quelque chose de totalement imaginable quand moi j'étais au COPS en 2016, c'était juste pas possible. On l'a fait. On a mis en place en quelques mois comment on fait pour monter en puissance sur les munitions avec ASAP, comment on fait pour faire plus d'acquisitions conjointes. Je vais pas y arriver. Comment on fait pour faire plus d'acquisitions conjointes entre États membres de l'Union européenne? On a redimensionné, on a réactualisé, on a réfléchi pour comment on faisait plus en amont de partenariats avec la coopération structurée permanente. Enfin, on a quand même montré qu'on avait, quand c'était une situation d'urgence, une capacité à réfléchir autrement, utiliser les outils existants, être plus rapide, plus flexible, redimensionner, réfléchir et voir les choses autrement, faire de nouveaux outils. Bon, je pense qu'en termes de résilience, évidemment, c'est jamais parfait et on est 27, donc c'est quand même un ensemble grand, diversifié, etc. Mais bon, on a fait du chemin. Après, il y a encore du chemin, comme toujours, tout est perfectible. Mais je trouve qu'on a quand même des retours d'expérience qui sont plutôt, pour moi, on a montré qu'il y avait quand même une forme d'intelligence collective au-delà des irritants, au-delà de l'histoire, au-delà des enjeux nationaux, au-delà des élections, au-delà de tout ce que les États membres peuvent traverser et qui est bien légitime et compréhensible puisque à tour de rôle, on a à peu près tous les mêmes crises et les mêmes rendez-vous politiques. On a quand même montré qu'on était capable, en bonne intelligence, d'avancer vite et bien et de faire des choses absolument extraordinaires. On a quand même envoyé des troupes pour sécuriser les frontières, on a fait de la formation de pilotes ukrainiens, on a livré du matériel, on s'est mis en ordre de marche pour savoir qui pouvait faire quoi, dans quel délai, etc. Bon, évidemment, on peut dire qu'on pourrait faire mieux, mais on est aussi en train de faire monter notre BITDE, donc la base industrielle et de défense européenne, parce qu'effectivement, il y a une question de dépendance stratégique dont on avait conscience avant, mais il n'y avait pas eu de guerre proche. Donc, on avait l'impression qu'on avait du temps long. Bon, on a compris qu'on n'avait plus de temps long, c'était maintenant tout de suite. Donc, on est quand même, voilà, on a quand même eu ce sursaut en bonne intelligence pour pallier les défaillances et dans tous les cas voir comment on pouvait avancer ensemble. Donc, bon, voilà, je rends quand même aux États membres de l'Union européenne l'incroyable travail qui a été fait. Et juste pour mémoire, même dans les instruments européens comme la Facilité européenne de paix, on est sur une clé de répartition, une quote-part qui est liée à la richesse du pays, ce qui est encore une nouvelle fois hyper démocratique parce que du coup, voilà, on a quand même regardé qui pouvait financer à hauteur de combien. Donc voilà, bon, pour mémoire, la France est 18% et c'est le deuxième contributeur de la FEP. Et juste pour rappeler, puisqu'il y a beaucoup de critiques, en fait, on est beaucoup dans un monde où c'est jamais assez bien, on voit le verre à moitié vide et ça va pas. Bon, on peut aussi voir le verre à moitié plein et tout ce qu'on a fait de formidable. Et notamment juste rappeler que les États membres, dans le cadre de la FEP, ont livré 28 milliards d'euros de matériel et d'équipement militaire. Bon, donc effectivement, on peut dire c'est nul, ça va pas. On peut aussi dire que c'est extraordinaire d'avoir levé des fonds aussi élevés. Et voilà. Donc, pour être un peu plus sur une note positive dans ce contexte très tendu et qui n'est pas très positif. Merci infiniment. Johanna Meuring, vous vouliez intervenir. Oui, je ne peux pas me retenir parce que je suis un peu plus pessimiste que ma collègue. Et bon, alors pour les Cassandres, on sait très bien qu'elle avait la possibilité de prévoir l'avenir, mais on ne l'a pas cru. Donc j'espère que j'échapperai à cette chose-là. Mais c'est vrai que je suis à la fois pessimiste et optimiste. Alors la partie pessimiste, c'est que je partage entièrement l'analyse de Madame la députée, que nous n'avons pas de stratégie vis-à-vis de la Russie et l'Europe n'est pas prête. Et on avance trop lentement. Et on est dans une année de tous les dangers. Et on est encore dans une mentalité de paix, en tout cas dans une large partie de l'Union européenne. Et ça m'amène à un point important, notre identité européenne. On n'a pas fait un travail, et on le fait là à l'arrache, d'accueillir dans notre mémoire aussi les différents récits, ce qui veut dire l'Europe. Et toute la partie de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, on le découvre, ce vécu, et c'est aussi de la partie de l'Europe du Nord, de vivre avec la Russie.
ce qui pourrait être fort instructif et fort utile, mais on prend trop de temps pour apprendre ces choses, où je suis moins pessimiste, mais plutôt optimiste, mais c'est sur le long terme. Et je cite un entraîneur de football allemand qui disait Das Spiel geht 90 Minuten. Donc le match dure 90 minutes et on est en face à un adversaire, à un système autoritaire, totalitaire. Et comme Madame Berman connaît bien les systèmes totalitaires, ils ont de l'extérieur sont une façade lisse et très forte, mais qui cache beaucoup de fragilité. Donc peut-être on sera sauvé, mais dans l'intermédiaire, parce que je crois dans notre force de nous rassembler et de créer des choses et d'être solidaires, mais c'est l'intermédiaire qui m'inquiète un peu. Merci infiniment. Peut-être que vous vouliez intervenir, Chantal Lavalou ou Sylvie Berman, et puis ensuite j'ouvrirai des questions à la salle pour qu'on ait un temps d'échange attendu. Non, mais il y a à la fois, alors moi aussi, je partage optimisme et pessimisme, mais sûrement plus le pessimisme malgré tout. C'est-à-dire qu'en termes de réalisation, oui, on a fait beaucoup. On a fait beaucoup. Le COPS, par rapport aux origines, et même l'Union européenne s'est révélée à la faveur de cette crise. La relation transatlantique s'est approfondie également, mais le principal facteur d'incertitude, le monde, enfin les relations internationales, c'est un rapport de force. Les Américains, finalement, seront ceux qui décideront de la poursuite ou non du soutien à l'Ukraine. Enfin, quand je dis les Américains, je parle bien évidemment de Donald Trump. S'ils décident purement et simplement de se retirer, les Européens peuvent décider d'essayer de compenser, mais ils n'ont pas exactement le même budget que les Américains. Et puis si Donald Trump fait un accord, peut-être pas en 24 heures, mais avec la Russie, voire avec l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? C'est un accord qui ne sera pas nécessairement en faveur de l'Ukraine et c'est un euphémisme. Donc je crois qu'il faut continuer, il faut se préparer à cette échéance. Et puis c'est vrai que les États totalitaires ont des fragilités. Malheureusement, ils ont la vie longue quand même. Et quand l'armée allemande avait attaqué la Russie en 1941, l'opération Barbarossa, Staline voulait négocier. Et il y avait un négociateur bulgare qui est venu le voir et en lui disant non, ne négociez pas, vous allez gagner et vous allez gagner parce que vous avez la profondeur stratégique. Et c'est le problème aujourd'hui, c'est que la Russie est toujours le plus vaste pays du monde et peut puiser dans ses ressources qui sont plus ou moins volontaires mais qui n'ont pas le choix, alors que l'Ukraine ne dispose pas de ses ressources. Et on voit actuellement, mais on est au milieu de la guerre, donc on ne peut pas savoir à quelle étape on est de cette guerre. Elle a été bonne en 2022 pour l'Ukraine, elle a été bonne pour la Russie en 2023. Les choses ne bougent pas en 2024, on verra. Mais en même temps, l'Ukraine est dans une situation aujourd'hui très difficile. Alors, je crois que, Johanna, vous aviez un tout petit point. Mini-point très important, parce que les Russes aiment fanfaronner dans leur émission de télévision sur la victoire sur l'Allemagne, qui a été gagnée avec le soutien américain. Sans les Américains et le soutien massif en véhicules militaires. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que même cette profondeur stratégique peut cacher des problématiques.